We are back with more of the breaking news this hour. Newly released emails from the Epstein estate show the convicted sex offender making multiple references to President Trump. In one, it's a 2011 email to accomplice Ghislaine Maxwell. Epstein writes that Trump, quote, spent hours at his house with a sex trafficking victim. Now, Epstein calls Trump in this email a, quote, dog that hasn't barked. These emails were released by Democrats on the House Oversight Committee. And the top Democrat on that committee, Robert Garcia, is joining us now. Congressman, when did you get this information? Dans les archives du Congrès, tous les votes ne marquent pas seulement des décisions. Certains révèlent des changements dans la manière dont le pouvoir est exercé. Le 14 décembre 2025, lors d'une session conjointe des commissions de l'énergie et des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis, un rapport technique sur les nouvelles infrastructures énergétiques dans le Pacifique Nord a été présenté sans préavis, en dehors de l'ordre du jour prévu et sans débat public préalable. Ce document, élaboré par un consortium d'analystes du Congressional Research Service, détaillait les conséquences directes de la mise en service du corridor énergétique entre l'Alberta et la côte ouest du Canada. Un projet qui avait déjà été enregistré, mais dont les effets stratégiques semblaient jusqu'alors sous-estimés à Washington. La simple lecture de la section 3 du rapport a suffi pour que les représentants des États industriels du Midwest demandent la suspension momentanée de la session. Ce qui semblait être une mise à jour de routine sur l'approvisionnement énergétique a révélé, en chiffres et en projections officielles, un déplacement réel et déjà en cours de la centralité logistique du pétrole américain. Aucune mesure n'a été votée ce matin-là. Mais cet épisode a déplacé l'attention de toute l'audience qui a suivi, modifiant le ton des déclarations et ouvrant une série de réunions privées entre les dirigeants des partis, les lobbyistes et les secteurs de l'industrie du raffinage. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Le document présentait pour la première fois, dans un langage administratif et avec une validation technique, la consolidation d'un réseau logistique permettant au Canada d'exporter du gaz naturel liquéfié et du pétrole léger directement vers les marchés d'Asie et d'Amérique latine, sans dépendre des routes ou des infrastructures situées sur le territoire américain. Le point le plus sensible, cependant, résidait dans la comparaison des coûts. Les routes canadiennes récemment opérationnelles présentèrent des avantages économiques directs, même en tenant compte des coûts supplémentaires de transport maritime. Pour la première fois, il a été officiellement enregistré qu'un baril canadien pouvait être livré aux raffineries asiatiques à un coût inférieur à celui d'un baril exporté depuis le golfe des États-Unis, après avoir contourné le canal de Panama encombré. Cela redessine non seulement les flux commerciaux, mais modifie également les bases de calcul sur lesquelles reposent les contrats d'approvisionnement, les tarifs d'exportation et même la formation des prix intérieurs des carburants dans plusieurs États américains. Sur le papier, il n'y a eu ni rupture de contrat, ni violation explicite des accords commerciaux en vigueur. Le Canada a agi dans les limites légales, sur la base d'investissements privés et de décisions souveraines prises sur son propre territoire. Mais d'un point de vue stratégique, l'exclusion logistique des États-Unis de certaines chaînes énergétiques crée un précédent qui inquiète les institutions, dont la fonction est précisément d'anticiper les risques. Au niveau interne, le ministère de l'Énergie a déjà entamé une révision des modèles de dépendance régionale entre les raffineries du Midwest et les champs canadiens. À l'extérieur, le bureau du représentant américain au commerce a commencé à inclure dans son analyse des risques structurels des scénarios, auparavant considérés comme improbables. Une hausse incontrôlée du prix du pétrole léger dans l'Illinois, une pénurie d'approvisionnement dans les raffineries de l'Ohio et la nécessité d'importer à des prix plus élevés en provenance du golfe Persique. Il s'agit d'effets en chaîne qui ne se manifestent pas immédiatement, mais qui, une fois déclenchés, ont du mal à revenir à leur état antérieur. L'attention politique s'est rapidement déplacée du domaine technique vers le domaine institutionnel. Les représentants du Parti démocrate ont commencé à faire pression pour obtenir une réponse coordonnée impliquant les agences fédérales chargées des infrastructures, de l'énergie et du commerce extérieur. Les membres de l'aile républicaine les plus proches de la politique industrielle du gouvernement précédent ont quant à eux commencé à défendre des mesures de contention via des tarifs spécifiques sur les intrants énergétiques traités en dehors du réseau logistique américain. Mais à ce stade, l'initiative canadienne avait déjà dépassé le stade initial. Le rapport présenté au Congrès démontrait que le projet LNG Canada et son réseau associé de pipelines, de ports et d'accords de transport maritime n'était plus une simple intention en expansion.
Il s'agissait d'une réalité consolidée, avec des navires déjà en service et des contrats d'approvisionnement signés avec des pays comme la Corée du Sud et le Japon. La discussion ne portait donc plus sur la manière d'empêcher le projet, mais sur la manière d'y répondre. L'absence de réaction coordonnée dans les semaines qui ont suivi a été perçue par plusieurs analystes comme un signe d'hésitation stratégique. Malgré les déclarations publiques d'inquiétude, aucun plan d'urgence n'a été présenté avant la pause de fin d'année. Certains dirigeants parlementaires ont suggéré la nécessité d'organiser des audiences publiques avec les PDG des principales raffineries concernées. Mais aucune n'a été programmée. Au sein de l'exécutif, le Conseil national de sécurité a inscrit le sujet à son ordre du jour sur l'analyse énergétique à long terme, mais en a gardé le contenu confidentiel. En d'autres termes, le système institutionnel américain a identifié le déplacement, mais ne sait toujours pas exactement comment y réagir, ni s'il est encore temps de réagir pour obtenir des résultats. C'est précisément dans ce type de scénario que les analyses continues deviennent essentielles. En période de reconfiguration structurelle, un suivi attentif permet de comprendre non seulement ce qui a changé, mais aussi comment les institutions s'adaptent ou ne s'adaptent pas. Si la tendance observée se maintient, le début de l'année 2026 marquera une phase sans précédent dans les relations énergétiques entre le Canada et les États-Unis, caractérisée non pas par des ruptures déclarées, mais par une indépendance fonctionnelle croissante. Le transport d'énergie sans transit par le territoire américain, une hypothèse considérée comme improbable il y a quelques années, est devenue une variable dans l'équation géopolitique du continent. Selon la rapidité avec laquelle les marchés et les institutions réagiront, cette variable pourrait redéfinir les priorités d'investissement, modifier les marges opérationnelles de l'industrie nationale et même reconfigurer des alliances commerciales qui semblaient consolidées. La session du 14 décembre n'est peut-être pas entrée dans les annales comme une crise officielle, mais elle a montré, avec des documents officiels et sans marge d'interprétation excessive, qu'un modèle avait changé et que Washington n'avait pas fait le premier pas. C'est dans ce contexte que l'analyse institutionnelle commence à s'éloigner de l'aspect technique, pour identifier un changement d'architecture dans les relations logistiques et réglementaires du secteur énergétique américain. La formalisation du corridor énergétique canadien n'a pas seulement inauguré une nouvelle route physique, elle a consolidé, dans la pratique, un modèle de distribution indépendant qui opère en dehors de la juridiction réglementaire des États-Unis. Le nom qui circule désormais dans les mémos internes de la Commission fédérale de régulation de l'énergie ne fait pas référence à un projet, mais à une orientation stratégique. L'interdépendance inverse. Ce terme désigne la situation dans laquelle les infrastructures étrangères cessent d'être complémentaires au système américain et offrent désormais des voies alternatives complètes, y compris pour les partenaires commerciaux historiquement alignés sur Washington. La centralité du système américain de pipelines, construite au fil des décennies sur l'idée que le territoire continental était le passage inévitable pour les ressources canadiennes, n'est plus une garantie opérationnelle. Et ce déplacement est autant juridique que logistique. À partir de là, des organismes tels que le département du commerce et le bureau de la politique énergétique internationale ont commencé à cartographier, à titre préventif, le degré d'exposition de la chaîne industrielle américaine aux décisions unilatérales du Canada en matière d'exportation. Cela comprenait les raffineries de taille moyenne, les terminaux ferroviaires et les centres de stockage stratégiques. Les projections indiquant que si la priorité du Canada pour les routes maritimes se maintient et les contrats en cours suggèrent que ce sera le cas, il sera nécessaire de recalibrer les stocks réglementaires et de revoir les points critiques de dépendance interétatique. Des États comme le Dakota du Nord, l'Indiana et le Missouri, qui fonctionnaient jusqu'alors avec des marges d'approvisionnement confortables, seraient alors confrontés à une volatilité des coûts plus importante que prévu. Plus important encore, cette instabilité ne serait pas liée à des événements géopolitiques externes, tels que des embargos ou des conflits, mais à des réorientations souveraines d'un allié historique. Cette convergence aide à comprendre pourquoi le débat sur les infrastructures énergétiques aux États-Unis est revenu au centre des discussions législatives, même en l'absence d'une crise explicite en cours. Ce que l'on observe n'est pas une urgence soudaine, mais la réapparition d'un dilemme structurel, la difficulté de mettre en œuvre des projets logistiques à grande échelle dans un environnement politique fragmenté. Contrairement au modèle canadien, qui a centralisé les décisions stratégiques et simplifié les processus d'octroi de licences au nom d'un objectif déclaré de souveraineté énergétique. Les États-Unis continuent de se heurter à des obstacles législatifs et judiciaires qui paralysent les propositions même après leur approbation technique. L'expansion de pipelines tels que Keystone
KXL et Atlantic Coast Pipeline sont des exemples récents de ce schéma. Des projets annoncés avec l'espoir d'un impact stratégique, mais interrompus par des litiges réglementaires, des actions en justice et l'absence de consensus fédéral. Le contraste institutionnel est devenu encore plus évident après l'adoption du You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left-wing. avec le modèle traditionnel de veto croisé entre les provinces et le gouvernement fédéral. Ce type de mesure est pratiquement impossible aux États-Unis sans une réforme globale du système d'octroi de licences environnementales et des compétences des États en matière de sol et de ressources naturelles. Le résultat concret est que le Canada a réussi à établir en moins de 5 ans une voie énergétique fonctionnelle et autonome, tandis que des projets similaires aux États-Unis accumulent des décennies de discussions sans mise en œuvre effective. Ce décalage temporel se traduit par une perte de marge politique et économique, car les marchés internationaux fonctionnent selon la disponibilité immédiate, et non selon des promesses d'expansion future. Un autre facteur important dans ce processus a été le changement d'approche à l'égard des communautés autochtones et de la gestion territoriale. Le modèle canadien, adopté à partir de 2021, a donné la priorité à l'anticipation des conflits par le biais d'accords contraignants avec les représentants locaux, comprenant des clauses de compensation financière et des garanties de protection territoriale. Aux États-Unis, en revanche, des litiges similaires donnent souvent lieu à de longues procédures judiciaires, sans résolution structurelle. Il en résulte non seulement une lenteur procédurale, mais aussi un climat d'insécurité juridique qui décourage les investissements dans les infrastructures énergétiques à long terme. Alors que le Canada consolidait des partenariats locaux autour du projet Coastal GasLink, les tentatives américaines de faire avancer le Dakota Access Pipeline se heurtèrent à des protestations, des embargos judiciaires et des révisions de licences. Ainsi, l'avantage canadien ne réside pas seulement dans l'existence physique d'un corridor logistique fonctionnel, mais aussi dans la stabilité politique et réglementaire qui le soutient. Cette stabilité est en soi une forme de pouvoir géoéconomique. Lorsque les opérateurs et les États consommateurs se rendent compte que les flux canadiens présentent un risque moindre d'interruption, ils ont naturellement tendance à migrer vers ces contrats, même si le coût direct par unité est légèrement supérieur. La prévisibilité opérationnelle devient alors un avantage concurrentiel. C'est sur ce point que le débat s'intensifie aux États-Unis, non seulement entre les parlementaires et les analystes, mais aussi entre les secteurs industriels qui voient leur marge mise sous pression par une reconfiguration constante de la carte énergétique continentale. Lorsque l'on analyse le rythme auquel ces changements s'intègrent dans la réalité opérationnelle des terminaux, des navires et des contrats d'approvisionnement, il devient évident qu'il ne s'agit plus de spéculation. Chaque mois, de nouvelles expéditions partent directement de la côte canadienne vers des destinations stratégiques sans intermédiaire américain. Parallèlement, les données d'exportation montrent un ralentissement proportionnel des volumes destinés au sud. Le réacheminement est en cours, et les institutions américaines sont contraintes de faire face à un scénario qu'elles n'ont ni prévu ni conduit. La question n'est donc pas seulement de savoir comment regagner du terrain, mais aussi s'il existe encore des instruments institutionnels capables de renverser, ou du moins de neutraliser, les effets de cette nouvelle configuration. Dans des situations comme celle-ci, où la réalité évolue avant les réponses politiques, des analyses approfondies deviennent encore plus pertinentes. Elles aident à faire le tri dans le bruit du processus décisionnel et à comprendre comment les choix techniques se transforment en vecteurs de transformation institutionnelle. Il existe différentes interprétations quant à la mesure dans laquelle cette reconfiguration logistique modifie réellement la structure d'autonomie énergétique des États-Unis. Pour une partie des analystes associés au Conseil des Relations étrangères et à l'Institut de politique énergétique de l'Université de Chicago, l'initiative canadienne marque un tournant stratégique avec des effets à long terme, mais ne caractérise, pis encore, à l'heure actuelle, une perte immédiate de contrôle systémique de la part de Washington. Selon cette interprétation, bien que la nouvelle route augmente la capacité d'exportation directe vers l'Asie, l'infrastructure américaine continue de réunir une échelle importante en matière de raffinage, de stockage et de redistribution, préservant ainsi les États-Unis comme un nœud opérationnel central dans l'engrenage énergétique mondial. L'argument principal est que le système national peut s'adapter en réorientant les investissements vers la modernisation interne et en rendant ses propres corridors énergétiques plus compétitifs d'un point de vue réglementaire et opérationnel. D'autres experts, cependant,
décrivent ce phénomène comme quelque chose de plus structurel. D'après les registres disponibles de la Commission du commerce international de l'Amérique du Nord, la progression graduelle des exportations canadiennes par des voies indépendantes aurait déjà modifié l'architecture contractuelle d'au moins 10 grands opérateurs maritimes, qui ont commencé à redessiner leurs itinéraires, longue distance, sans dépendre des terminaux situés sur le territoire nord-américain. Pour ce groupe, le changement ne concerne pas seulement les itinéraires, mais aussi les fonctions. Le Canada aurait démontré que des corridors efficaces peuvent être construits en dehors du cadre réglementaire des États-Unis, et surtout sans être soumis à des sanctions tarifaires ou à des blocages politiques. Ce degré d'autonomie opérationnelle servirait alors de modèle viable pour d'autres acteurs souhaitant réduire leur exposition aux mécanismes de régulation centralisés. Le cœur du débat ne se limite donc pas à l'impact économique à court terme, mais aux conséquences institutionnelles à moyen terme. Jusqu'à présent, la Maison-Blanche n'a pas consolidé de discours public cohérent sur le sujet, alors que les représentants du département d'État soutiennent la lecture d'une continuité coopérative avec le Canada. Des rapports internes circulant en dehors des canaux officiels suggèrent que le Conseil national de sécurité traite déjà l'indépendance énergétique canadienne comme une variable à part entière, à suivre avec attention, notamment dans la formulation d'accords bilatéraux impliquant des pays asiatiques. La tension apparaît moins dans les déclarations que dans ce qui n'est pas dit. La difficulté à aligner un discours uniforme révèle le défi de répondre sans renforcer la perception d'une perte de centralité, en particulier en période électorale, lorsque l'idée de souveraineté énergétique reste sensible pour l'électorat. Dans le même temps, des parlementaires de différents États ont commencé à demander des études sur les effets régionaux et les vulnérabilités potentielles associées à une réduction du volume de pétrole léger canadien destiné au raffinage domestique. Dans des États comme l'Ohio et le Michigan, où la dépendance à l'égard de cette matière première est historiquement élevée, le risque souligné ne se limite pas à la pression sur les prix, mais inclut la possibilité d'un réaménagement forcé du réseau de distribution et de la logistique de production. Cela tend à générer une pression politique locale et à élargir le débat sur la nécessité de fonds fédéraux pour la transition logistique et la modernisation des terminaux. Le problème est que ce type de réponse nécessite une coordination fédérale et un alignement au Congrès, ce qui, jusqu'à présent, ne s'est pas concrétisé. Chaque État concerné projette ses propres scénarios, et il n'y a aucun signe clair d'une articulation suprapartisane cohérente face à un changement d'ampleur continentale. Dans le domaine juridique, certains experts attirent l'attention sur une zone d'ombre dans le régime réglementaire actuel. Comme il n'existe pas de disposition explicite prévoyant des instruments compensatoires lorsqu'un pays partenaire réoriente ses itinéraires et ses priorités logistiques. Les États-Unis disposent de peu de mécanismes juridiques clairs pour contester ou atténuer les effets pratiques de la décision canadienne. Une alternative serait d'ouvrir des renégociations sur des accords commerciaux spécifiques, tels que l'accord États-Unis-Mexique-Canada, ce qui impliquerait un coût diplomatique et un risque de représailles sur d'autres fronts économiques. En termes simples, le cadre juridique américain reconnaît la nouvelle configuration, mais ne dispose pas encore d'une base normative suffisamment ajustée pour fonctionner efficacement dans ce cadre. Cet écart entre la perception institutionnelle et la réponse normative alimente le sentiment d'une transition mal gérée. Et ce type de perception, même s'il ne se transforme pas en crise immédiate, peut éroder l'autorité à long terme. Dans ce contexte d'incertitude, des interprétations plus larges apparaissent, qui relient la question énergétique à une transformation plus importante que ce que l'on entend par pouvoir logistique. Les analystes du secteur des infrastructures observent que l'influence stratégique d'un pays dépend de moins en moins de la production brute et de plus en plus de la capacité à organiser et à contrôler les flux. Et que ce contrôle exige à la fois de l'ingénierie, de la stabilité politique et de la prévisibilité réglementaire. Dans cette optique, le mouvement canadien serait moins une exception qu'un signe de changement mondial, dans lequel des pays auparavant, considérés comme des acteurs secondaires, deviennent des centres autonomes, soutenus par des alliances techniques et financières d'envergure internationale. En rendant viable un projet de gaz naturel liquéfié avec la participation de consortiums multinationaux, le Canada aurait pris de l'avance sur une réorganisation plus large du marché mondial, dans laquelle la centralité ne se mesure plus uniquement en termes de volume, mais se définit désormais par la connectivité. Il n'y a pas encore de consensus sur la manière dont ce scénario affectera directement la position des États-Unis dans les prochains cycles commerciaux.
une partie de la communauté stratégique estime que Washington dispose encore d'une marge de manœuvre pour retrouver son rôle de premier plan, en 6 investissant weeks dans les ago, infrastructures I stood- critiques, en rationalisant les licences et en révisant les priorités industrielles. D'autres avertissent que la fenêtre d'opportunité pourrait se refermer, et que le temps nécessaire pour rattraper les retards internes pourrait être plus long que la vitesse à laquelle les marchés absorbent et consolident pour les nouvelles routes. Cette divergence de diagnostic contribue à expliquer la relative inertie fédérale. Les institutions suivent les événements, mais continuent de ne pas annoncer de mesures indiquant un repositionnement sans équivoque. C'est précisément dans des conjonctures comme celle-ci, où les interprétations rivalisent avec les certitudes, que le suivi critique des mouvements institutionnels prend tout son sens. Ce qui sera décidé, mais aussi ce qui sera reporté dans les mois à venir, pourrait être déterminant pour comprendre non seulement l'orientation de la politique énergétique américaine, mais aussi les limites du pouvoir logistique des États-Unis dans un système international qui tend à récompenser moins l'imposition et plus l'efficacité opérationnelle.